Et donc effectivement, en premier lieu, moi ça me paraît important qu'on dise un petit peu d'où on parle. Donc je viens de présenter rapidement l'IHT. Et en fait, ça veut dire nécessairement que nous, enfin, et en l'occurrence moi, je ne suis pas un spécialiste du syndicalisme comme objet d'étude, et je ne suis pas non plus un syndicaliste expérimenté, je suis tout simplement un jeune travailleur qui a des contrats précaires et donc qui a du mal à s'inscrire aussi dans une pratique militante, mais bon, ça m'intéresse aussi évidemment, j'ai envie de m'impliquer dans une activité syndicale, c'est pas forcément évident. Mais donc du coup, il ne s'agit pas pour moi d'adopter une perspective qui aurait pour but de donner des leçons comme ça à des syndicalistes, en fait des syndicalistes plus expérimentés que moi. Et je ne vais pas vous transmettre un manuel de lutte révolutionnaire, mais on se met plutôt à l'école de la classe ouvrière organisée. Et nous, on propose des éléments de réflexion sur lesquels on pourrait échanger ensuite. Alors j'ai parlé de classe ouvrière organisée, et effectivement la première manière de s'organiser pour la classe ouvrière, c'est essentiellement le syndicalisme. Et ce syndicalisme-là, on va essayer d'abord de définir un peu les termes de notre sujet. Et on note tout d'abord que c'est relié à une phase déterminée de l'histoire. On pourrait dire à une période historique donnée, la naissance du syndicalisme, mais effectivement en termes logiques, on a plutôt envie de parler en termes de phase, et que ça naît avec l'exploitation capitaliste. Et on ne peut pas concevoir le développement du syndicalisme sans concevoir aussi d'autre part le développement le développement du syndicalisme sans penser au développement du capitalisme. J'ai l'impression de m'être répété, le développement du syndicalisme, développement du capitalisme. Donc en fait, effectivement, le développement du capitalisme, son premier moment, c'est essentiellement la séparation du producteur avec ses moyens de production. Et ça, c'est la condition préalable en fait d'avoir une production capitaliste, c'est d'exproprier les producteurs de leurs moyens de production pour qu'ils soient obligés d'aller se vendre sur un marché du travail. Et cette expropriation, elle est de plus en plus totale. On commence à ne plus à avoir des gens qui n'ont plus aucun lien avec les moyens de production, et donc ils sont obligés d'aller se vendre sur le marché du travail. Et une fois qu'on est obligé d'aller se vendre sur un marché du travail, en fait il faut des moyens pour se défendre face aux producteurs, aux propriétaires des moyens de production. Et le moyen pour se défendre, le premier moyen, celui le plus immédiat, c'est de s'associer avec d'autres salariés qui ont les mêmes conditions matérielles, donc qui sont sur le même lieu de travail notamment, et pour commencer à réfléchir à des actions communes donc de résistance face à une exploitation capitaliste. Et donc on va essayer de retracer un peu rapidement l'histoire du syndicalisme, notamment en France. Alors c'est vraiment, le but c'est pas de faire une histoire, c'est juste d'avoir un schéma général pour voir ce qui s'est passé et pour incarner un peu le concept de syndicalisme. Donc voilà, on va revenir un peu sur quelques moments clés. Donc les quelques moments clés, c'est essentiellement donc, en termes de naissance, c'est durant le 19e siècle qui se développe, mais au début du 19e siècle, et jusqu'à pratiquement la fin, il est essentiellement interdit. Donc il se développe de manière tout à fait clandestine. Donc effectivement, c'est pendant pratiquement tout le 19e siècle. Ça commence avec donc, la loi Le Chapelier, qui est promulguée en 1791, qui interdit aux travailleurs d'enchérir sur leur salaire et de s'organiser pour ça. Et donc bon, là, l'objectif de ce genre de loi, c'est de liquider toutes les corporations d'Ancien Régime, mais de fait, ça interdit aussi les associations de travailleurs qui pourraient naître, qui seraient justement des formes syndicales. Et donc après, pendant la seconde moitié du 19e siècle, de fait, ces syndicats, ils existent déjà, et ils vont être autorisés donc, par la loi Waldeck-Rousseau en 1884, pour déboucher sur la création de la CGT en 1895, et qui adopte donc, son texte fondateur, qui est la Charte d'Amiens, en 1906. Donc, on va essayer de préciser un peu ce que c'est que cette Charte d'Amiens. La Charte d'Amiens, c'est celle qui institue la double besogne du syndicalisme. Et donc cette double besogne, c'est d'une part de défendre les revendications, de défendre les intérêts immédiats des travailleurs, donc d'avoir des revendications immédiates, mais d'autre part, une lutte pour transformer l'ensemble de la société, donc l'ensemble de la société capitaliste pour dépasser le capitalisme. Et donc effectivement, c'est d'exproprier les capitalistes.
voilà, on a ces deux grands buts du syndicalisme et on essaye de voir un petit peu peut-être comment est-ce qu'ils s'articulent, qu'est-ce qu'on va devoir faire une fois qu'on sait qu'il y a vaguement ces deux grands buts. Et donc la problématique que je vous propose, c'est est-ce qu'on peut avoir une théorie de l'action syndicale qui puisse un peu faire le lien entre ces deux grands buts. Et nous on pense que cette théorie de l'action syndicale elle nous est donnée par le marxisme. Pour l'instant je vais pas vous le démontrer, mais bon, on va essayer quand même de voir en quoi est-ce que l'héritage marxiste il pose cette question et il pointe les contradictions qu'il peut y avoir entre les éléments de cette double besogne et à l'intérieur des actions syndicales. Et d'autre part que en fait, le rôle des syndicats en tant qu'organisation de classe, il ne peut pas être séparé donc effectivement d'une réflexion plus large sur tout le capitalisme et sur l'intrication des rapports sociaux de production et donc d'exploitation et de domination. Et donc effectivement, dans un premier moment, on va revenir un peu sur les caractéristiques fondamentales du syndicalisme et les contradictions qui traversent ce genre de choses. Et donc la première chose à observer, c'est que le syndicalisme, ça s'exprime à l'intérieur du mode de production capitaliste et qu'il n'échappe pas aux déterminations du mode de production capitaliste. Notamment, c'est une forme d'organisation qui est construite donc, à l'intérieur de la sphère du travail et donc elle est déjà immédiatement insérée dans les rapports de production. En quelque sorte, c'est des organisateurs secondaires qui s'appuient sur des collectifs dont la constitution échappe aux syndicats. On s'organise sur le lieu de travail, mais le lieu de travail, en fait, on n'arrive pas à organiser dessus et on est obligé d'y aller secondairement, puisque c'est simplement c'est une entreprise, donc notamment un propriétaire capitaliste, qui a rassemblé des salariés dans une activité de production pour essayer de les faire coopérer. Et donc en fait, ça requiert déjà le caractère social du travail vivant pour qu'on puisse derrière s'organiser en tant que syndicat. Donc effectivement, on est dépendant d'une communauté qu'on ne constitue pas, et on va tenter à partir de ça, à partir d'une communauté subie, de produire un intérêt commun qui englobe, mais dépasse aussi les intérêts individuels pour établir une solidarité en fait entre les travailleurs. Alors, donc voilà, effectivement, on va partir effectivement donc la légitimité de cette organisation. Elle va exister que dans la capacité à prendre en compte les expériences concrètes des travailleurs et donc leur vécu au travail et la forme dans laquelle ça s'incarne, c'est le rapport salarial qui va être donc les conditions de réalisation et d'exploitation de la force de travail. Donc ça, c'est effectivement, on a déjà cette organisation qui existe déjà et donc la légitimité, ça va partir de cette expérience concrète et donc d'essayer de la dépasser quand c'est de l'exploitation. Bon. Et en fait, on peut se dire, on est dans une détermination qui est intérieure à l'entreprise capitaliste, mais de fait, on n'échappe pas aux déterminations qui sont extérieures. En fait, à partir du moment où on est modelé par le rapport salarial, il existe aussi à l'extérieur du groupe du collectif de travail. Et donc le syndicat, il est profondément marqué et il a tendance à reproduire des divisions qui existent déjà dans l'activité de travail social. Donc effectivement, il y a une division sociale du travail, et notamment, il y a des développements de Lénine là-dessus dans l'impérialisme suprême du capitalisme, sur le fait qu'on va reproduire une division sociale. Il y a une division sociale internationale, qui consiste à dire qu'il y a des pays impérialistes et il y a d'autres pays qui sont sous domination impérialiste, et il va y avoir une aristocratie ouvrière qui va se former dans les pays impérialistes où les capitalistes vont se débrouiller pour suffisamment payer leurs ouvriers pour qu'ils ne râlent pas trop, et donc là le syndicat derrière il doit gérer avec ce genre de choses, et donc il est inclus il n'échappe pas à la détermination de la division sociale du travail, donc à l'échelle effectivement internationale, mais ça peut être aussi à l'échelle d'un pays où effectivement il y a les rapports entre la ville et la campagne, à l'échelle du processus de production où il peut y avoir effectivement des syndicats de cadres par exemple qui se montent par rapport à des syndicats d'ouvriers, il peut y avoir des contradictions entre les deux évidemment, etc. Et donc en fait il y a un processus de concurrence entre les travailleurs qui est entretenu pour la maximisation du profit des capitalistes, et les syndicats ils doivent gérer avec ça,
et c'est pas sans contradiction. Donc bon, la question qui se pose, c'est notamment le périmètre d'action d'un syndicat. Et donc bon, cette question-là, en fait, dès le début du mouvement syndical, c'est marqué donc d'un débat assez important sur donc effectivement comment est-ce qu'on doit gérer ce périmètre d'action et comment est-ce qu'on doit construire des solidarités et des communautés d'intérêt entre les travailleurs. Et donc notamment, c'est le passage, bon, c'est toute l'histoire du passage du féodalisme au capitalisme, mais c'est le passage d'un syndicalisme de métier, où on va être en corporation, à un syndicalisme d'industrie, où là on va commencer à réfléchir à toute la chaîne de production, et donc en fait on va s'instituer en travailleur collectif face à un capitaliste collectif aussi, à l'intérieur de toute la chaîne de production. Et donc il va falloir organiser un rapport de force qui soit coordonné à l'échelle d'un secteur d'activité donné. Et donc effectivement, là, on est encore dans des questions où on est sur des choses qui sont inséparables du système capitaliste dans lequel on prend place. Et donc Marx et Engels, ils ont pointé la tendance des syndicalistes à rester dans la lutte économique et à se laisser enfermer sur le seul terrain de la lutte économique. Et c'est notamment cette ambivalence-là donc, qui va être signalée par Marx et Engels, à la fois dans la résolution fondatrice de l'Association internationale des travailleurs, et d'autre part, donc, où on va commencer à se dire on ne veut pas se laisser enfermer dans les seules luttes économiques, et donc il va falloir nous organiser en partie pour ça. Et d'autre part, bon, c'est aussi dans une conférence qui a été traduite en français sous le titre « Salaire, prix, profit ». On va préciser un petit peu plus tard toute cette question. Mais en tout cas, effectivement, la question du périmètre d'action, on a deux grandes questions qui va être d'une part l'échelle à laquelle on lutte, donc l'échelon sur toute cette échelle, donc ça va être est-ce qu'on lutte au niveau de l'entreprise, au niveau du secteur d'activité, etc., au niveau de la nation, pourquoi pas. Et après l'étendue de la lutte, et donc effectivement donc rester au niveau de est-ce qu'on doit se limiter au périmètre de l'entreprise capitaliste. Bon. Donc notamment une question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on s'organise à l'intérieur de la CGT, et donc la question c'est celle de la taille des fédérations professionnelles. Et il y a deux écueils symétriques à éviter dans cette affaire. C'est d'une part éviter des trop fortes segmentations où on n'arrive pas à s'organiser parce qu'on est trop faible individuellement, et d'autre part, quand on commence à s'organiser à une échelle trop large, c'est plus difficile de déterminer sa communauté d'intérêt. Et donc voilà, si on commence à relever de statuts juridiques différents, d'employeurs différents, ça commence à devenir un peu plus compliqué. Et donc effectivement, c'est des questions qui se posent notamment avec le redéploiement aussi du capitalisme au fur et à mesure de l'histoire. Bon, j'ai deux petits exemples que je ne vais pas développer, mais notamment sur les PTT en France. Bon, il y a eu la séparation de la Poste et des télécoms, et donc du coup les entités syndicales se sont aussi séparées, ce qui pose problème d'un point de vue que ça devient trop parcellaire, et donc du coup ça pose problème pour s'organiser pour tout le monde. Mais d'autre part, on a, avec la concentration du capital lui-même, on a aussi des tendances syndicales à la concentration des fédérations qui posent lui-même un problème pour définir des communautés d'intérêt. Bon. Je ne vais pas développer, mais voilà, on a les deux écueils symétriques qu'on voit bien. Et donc effectivement, le risque aussi, pour un syndicalisme, c'est de rester donc, sur des positions qui seraient purement défensives, ou alors d'accompagnement du processus capitaliste. Là, on est sur la question de le capital se concentre, le syndicat se concentre. C'est des questions on accompagne le processus capitaliste, et voilà, il faut voir un petit peu comment est-ce qu'on évite ce genre de risque. Alors notamment sur les questions d'accompagnement, bon, on a toute la CFDT, toute son histoire, c'est d'accompagner les réformes, les contre-réformes, les contre-révolutions, on les appelle comme on veut. Bon, on peut aussi penser au sketch de Coluche sur FO, où on a le capitaliste le patron qui appelle directement le syndicaliste FO pour lui dire « Ouais, bon là on a un peu des surplus, est-ce que tu voudrais pas faire la grève, comme ça je vous paye pas pendant quelques temps, et puis dès que moi c'est bon, j'ai vendu mes surplus, t'arrêtes la grève, et voilà, on est très très content, bon, je te payerai un petit peu pour ça, et voilà. » Mais bon, effectivement, il y a ce genre de choses. Toute la question de l'aristocratie ouvrière aussi, c'est ça, c'est est-ce qu'on va pas se retrouver à simplement accompagner le processus impérialiste
en se disant qu'on n'est pas si mal dans nos intérêts parce qu'on a réussi à récupérer les miettes de l'exploitation impérialiste. Et une autre question que je propose aussi, qui est peut-être là un peu plus délicate, c'est celle, l'histoire du syndicalisme en France, ça a été surtout de s'attaquer à la question du travail abstrait, de comment est-ce qu'il est valorisé, comment est-ce que, donc, notamment lutter pour ses salaires, pour ses conditions de travail, mais pas se poser la question du travail concret, qu'est-ce qu'on produit concrètement. Et ça, de le laisser un petit peu au capitalisme. Et bon, peut-être qu'on peut envisager que c'est aussi un processus d'accompagnement d'une certaine façon. Donc bon, effectivement, le risque, si on veut un peu le préciser un petit peu, c'est que la lutte quotidienne contre ce que Marx appelait les escarmouches inévitables que font naître sans cesse les empiètements ininterrompus du capital, le risque, c'est que cette lutte défensive, ça devienne le seul horizon du syndicalisme et que il y ait des petits groupes de salariés qui disent bon c'est bon, moi j'ai réussi à obtenir ce que je veux et donc voilà, j'ai réussi à obtenir des meilleures conditions que d'autres et donc je me pose plus la question de l'intérêt général. Mais en fait il y a un double risque qui existe. Il y a d'une part donc celui-là et d'autre part en fait il y a celui d'un syndicalisme militant qui serait très minoritaire et qui n'arrive pas à obtenir une base sociale suffisante. Et donc effectivement, l'autre risque, c'est le syndicalisme d'accompagnement, qui est complètement intégré aux relations hiérarchiques, qui reprend à son compte donc, toute l'organisation du travail de l'entreprise, et donc qui bénéficie cette fois de l'assise réelle de la classe sociale, mais pour accompagner le capitalisme. Et les réponses qu'ont pu être apportées à ce risque-là, c'est donc d'une part de subordonner l'action du syndicat aux orientations décidées par une avant-garde. Donc là, on a le parti et le syndicat, il est subordonné au parti. Et d'autre part, c'est de se dire oula, le parti, il y a des problèmes de bureaucratisation qui peuvent se mettre en place. Et donc on va essayer de valoriser plutôt la forme de l'assemblée ou celle du conseil, avec aussi des problèmes historiquement. Ça n'a pas très bien marché en Allemagne, ça a même plutôt été réprimé dans le sang. Bon, c'est aussi en luttant contre ça que Lénine il a réussi à prendre le pouvoir en octobre, donc c'est pas gagné des deux côtés. Et donc effectivement, si on veut un peu conclure toute cette question, le syndicalisme il sert d'organisation pour les travailleurs, mais une fois qu'on a dit qu'il servait d'organisation pour les travailleurs, en fait il est plutôt en train d'exprimer le conflit de classe. Et donc d'exprimer le conflit de classe, ça veut dire qu'il y a un conflit de classe extérieur au syndicat, et le syndicat est l'expression du rapport de force qui existe indépendamment de lui. Et donc, donc effectivement, c'est possible que le syndicat commence à s'instituer en organisation qui défend des intérêts qui substituent à ceux des travailleurs, et donc là c'est la question de l'institutionnalisation du syndicat, avec donc il y a le double écueil à éviter, c'est d'une part le spontanéisme, donc c'est pour ça qu'on a besoin d'une organisation qui s'institutionnalise, et d'autre part l'institutionnalisation telle qu'on est bien rangé en manifestation, on a notre service d'ordre, le préfet est très content, et on marche avec nos pancartes, et voilà, il ne se passe rien le lendemain. Donc ça, c'est un peu les deux écueils qui sont liés, et donc l'institutionnalisation règle le premier écueil du spontanéisme, mais ne gère pas la question de la manif sans lendemain. Alors, donc effectivement, si on essaye de se demander un peu quelle théorie on peut apporter au syndicalisme, c'est la pratique syndicale, elle va avoir un certain nombre de buts, et il va falloir résoudre un peu l'intégralité des problèmes qui lui sont posés. Et si on pense l'intégralité des problèmes qui lui sont posés, on a dit que c'était intégré à la totalité du système capitaliste, et donc on ne peut pas se résumer à une action locale. On est obligé de faire un détour par l'abstraction pour pouvoir se dire, ok, on va essayer de comprendre la société dans son ensemble, pour pouvoir voir, parce que sinon on est simplement subordonné à la logique capitaliste, et on s'organise en fonction, et on peut pas résoudre les problèmes les problèmes pratiques, même bien pratico-pratique de simplement le niveau de vie, quoi. Et donc pour résoudre ces problèmes pratiques, il nous faut une théorie. Et cette théorie, nous, on propose effectivement de dire que c'est le marxisme. On ne va pas forcément le démontrer ici, mais
peut-être dans une future conférence. Et donc effectivement, cette théorie marxiste, donc si on suit un peu Marx, une des questions qui se pose souvent, c'est de comment est-ce qu'on résout un problème. Et bien en fait, on résout un problème en empêchant qu'il puisse se poser à nouveau. C'est toute la question, notamment dans le manifeste du socialisme petit bourgeois, où pardon. Où donc effectivement le socialisme petit bourgeois, il a tendance à se dire bon, pour résoudre les problèmes du capitalisme, tout ce qu'on va faire, c'est revenir, ou le socialisme féodal, tout ce qu'on va faire, c'est revenir aux questions de corporations, sans voir que c'est les corporations avaient atteint leurs limites à la fin du féodalisme et que c'est pour ça qu'elles ont été remplacées, ou alors de se dire on va revenir à la concurrence parce que là maintenant les monopoles c'est un peu pénible, bon, et ben, sans voir que c'est la concurrence qui a produit les monopoles dans le processus de concentration. Ouais. Et donc effectivement, le but du jeu, c'est de résoudre un problème en empêchant qu'il puisse se poser à nouveau. Et pour ça, on a besoin de penser le monde social comme une totalité. Alors les deux figures, la figure qui serait le contraire de cette pensée de la totalité, ce serait peut-être la figure de l'expert, qui donc bon a son domaine de compétences, qui maîtrise très bien. Et bon, entre deux experts, il y a un pacte un peu implicite qui est de dire bon, moi je maîtrise mon domaine de compétences, toi tu maîtrises le tien, et en fait sans voir que ça cache simplement le vide de la pensée du monde social en tant que tel. Et donc nous, contre ça, effectivement, on pense que le syndicalisme, au contraire, il a les moyens de penser le monde social dans sa totalité. Et donc effectivement, c'est parce que le syndicalisme arrive à s'organiser au niveau de la société tout entière qu'il est capable d'aller jusqu'aux conditions économiques et sociales du capitalisme, et donc de même de penser la transition vers le socialisme. Et donc pour ça, effectivement, le syndicalisme, c'est là où se joue l'activité autonome du prolétariat, et donc qui se joue au niveau des conditions réelles de vie des travailleurs pour leurs intérêts immédiats, mais aussi, du coup, une fois qu'il s'est institué en tant qu'organisation, d'aller jusqu'aux buts futurs et généraux, donc qui seraient les intérêts de classe, et non pas simplement les intérêts sectoriels. Et donc effectivement, pour pouvoir penser quand même ces intérêts futurs et généraux, c'est intéressant quand même de noter que pour ça, il faut avoir une certaine installation dans la vie. On ne peut pas facilement penser la totalité du monde social si on est enfermé dans sa survie quotidienne vraiment. Et là, c'est toute la question du lumpenprolétariat chez Marx, où il essaye de montrer que précisément le lumpenprolétariat, donc le prolétariat en haillons, si on traduit littéralement, lui, il n'a pas les moyens de s'élever jusqu'à la conscience de classe et de transformer. Donc c'est pas le lumpenprolétariat qui est la classe révolutionnaire. Et donc effectivement, la conception marxiste du syndicalisme, elle doit être, du coup, historique et économique. Et donc, du point de vue de Marx et Engels, ils n'ont jamais traité à part la question syndicale comme si c'était une question isolée du reste de la société, mais ils l'ont toujours intégrée à l'analyse plus générale du capitalisme. Et donc, si on commence à réfléchir à l'analyse plus générale du capitalisme, alors en fait, l'économie, elle a toujours été politique. Et donc en fait, à chaque fois qu'on est en train de travailler sur un secteur de l'activité, on implique tous les rapports sociaux qui sont liés à ce secteur. Et donc en fait, on implique la société tout entière. Donc ces rapports sociaux, évidemment, ils sont politiques dans des sociétés de classe. Et donc effectivement, apparemment, on peut croire que les luttes locales et les luttes globales sont a priori séparées les unes des autres, mais c'est qu'une apparence. Et précisément, le but de la théorie marxiste, c'est de dépasser ce genre de séparation. Et donc en fait, effectivement, si on regarde les réformistes, ils ont toujours accordé en pratique toutes leurs attentions aux réalisations immédiates, mais c'est précisément pour ça qu'ils sont réformistes, et il ne doit pas y avoir de séparation entre les revendications immédiates et les revendications finales, donc celles des intérêts de classe, donc de la révolution. Et donc effectivement, l'antagonisme apparent entre le travail quotidien et les aspirations révolutionnaires, je me répète, mais je le reformule un peu autrement, ça existe que dans ceux qui ne comprennent pas le mouvement socialiste. Et pour un petit peu préciser ce genre de choses, les luttes locales, en fait, c'est le ferment de la conscience de classe. D'une part, on a effectivement les luttes locales qui vont pouvoir permettre de penser
la lutte globale et la transformation totale du mode de production. Donc bon, j'ai des petites citations de Lénine et de Marx. Donc on va commencer par celle de Lénine. Donc sans revendication économique, sans amélioration directe et immédiate de sa situation, la masse des travailleurs ne constituera jamais à se représenter un progrès général du pays. La masse participe de plus en plus au mouvement, y prend énergiquement part, l'apprécie hautement et développe des qualités d'héroïsme, d'abnégation, d'endurance et de fidélité à une grande cause, dans le seul cas où la situation économique du travailleur s'améliore. C'est parce qu'on a eu quelques avancées qu'on pourrait qualifier de réformistes qu'on arrive à penser la transformation du mode de production. Donc, une autre citation de Marx, qui est un peu sur le même registre, ce n'est pas le résultat immédiat, même s'il est positif, des luttes revendicatives qui est le plus sûr gage d'un avenir meilleur, mais la capacité de faire prévaloir ses intérêts, c'est-à-dire la plus grande organisation possible des ouvriers, la force unie du grand nombre. En fait, non, effectivement, c'est pas le même genre de choses, c'est même au contraire. C'est pas parce qu'on a des avancées immédiates qu'on arrive à se représenter Et donc effectivement, il va falloir un petit peu lier toutes ces choses-là. Et donc dans le manifeste, notamment, Marx il nous dit aussi que parfois les ouvriers sont victorieux, mais leur triomphe est éphémère. Donc effectivement, le capital arrive à rogner derrière sur ce genre de choses. Le vrai résultat de leur lutte, ce n'est pas le succès immédiat, mais l'union grandissante des ouvriers. Bon, il y a une autre citation de Lénine que j'ai pas exactement littéralement en tête, mais où il nous dit bien que c'est parce qu'il y a des luttes révolutionnaires qu'il y a des retombées réformistes. Et donc en fait, il y a effectivement une dialectique complète à avoir de l'interaction entre ces luttes réformistes et ces luttes révolutionnaires. Et notamment chez nous, 1936 ou 1946, donc le Front populaire ou notamment le régime général de sécurité sociale, le statut de la fonction publique, etc., c'est des retombées réformistes de la lutte révolutionnaire du PC. Et en fait, il y a aussi la question, une fois qu'on a eu ces retombées réformistes, de pouvoir les défendre. Et pour pouvoir les défendre, il y a un moment où il faut un état de la lutte des classes qui est favorable aux travailleurs. Et donc effectivement, la bourgeoisie, elle désarme jamais. C'est bien pour ça qu'Ambroise Croizat nous disait qu'il fallait bien parler de conquis sociaux et non pas d'acquis sociaux. Ils ne sont jamais acquis. La bourgeoisie ne désarme jamais. Et donc pour ça, pour pouvoir les défendre, il faut prendre conscience de l'antagonisme de classe et se préparer à des combats de plus en plus décisifs. Donc si je veux un peu conclure toute cette question, le syndicalisme, à notre sens, il doit mettre en œuvre donc effectivement la double besogne, donc jamais oublier les deux parties de la double besogne. Donc d'une part la lutte au quotidien, qui permet d'avoir des revendications immédiates, ce qui ne se refuse jamais, qui permet de créer une conscience de classe suffisante et d'articuler cette lutte au quotidien avec un projet, donc un projet radical de changement de la société, et donc pour ça, penser la totalité du monde et la totalité du mode de production. Et donc le rapport entre les deux, effectivement, il est dialectique, au sens où on a d'une part la lutte au quotidien qui permet d'avoir la conscience de classe, et donc qui permet de se lancer dans la lutte révolutionnaire, et d'autre part la lutte révolutionnaire qui a des retombées réformistes. Donc les deux sont indissolublement liés. Et donc effectivement, donc là j'ai des citations encore de Marx. À l'inverse, sans lien avec les outils critiques permettant de comprendre ce qui se joue dans les rapports de production, sans aspiration à penser autrement l'utilité sociale du travail, la valeur d'usage de ce qui est produit, les syndicats peuvent s'enfermer ou se laisser enfermer dans une activité défensive et ou de revendications immédiates facilement canalisables par des directions d'entreprise. Et d'autre part, pour être un peu plus optimiste, si la classe ouvrière lâchait pied dans son conflit quotidien avec le capital, elle se priverait certainement elle-même de la possibilité d'entreprendre tel ou tel mouvement de plus grande envergure. Donc, si la classe ouvrière lâchait pied, mais on ne va pas lâcher pied. Et donc, bon, moi je voulais aussi terminer sur un poème d'Aragon, un poème en prose. Et donc, bon, c'est la situation globale, c'est donc on est sous l'occupation, et il y a des travailleurs qui se lèvent parce qu'ils ont une certaine conscience de classe qui se lie avec la conscience patriotique de chasser l'occupant nazi.
Et donc bon, avec Aragon, on va avoir toute la sublimation de ces travailleurs-là, je vais vous le dire. Or, tout ceci n'était mémoire ni légende. Au fond de la douleur, immensément renaît la gloire, ce soleil, ou ce vin, comme vous voudrez l'appeler, qui n'est ni le hochet qu'on croit, ni la fumée. La gloire faite d'hommes de chair, et d'au milieu de ces hommes levés. On vit donc ressurgir les géants oubliés. Vous croyez être un peuple petit, de tâcherons et de peureux. On vous l'avait tant dit que vous le répétiez. On vit donc ressurgir les géants oubliés. Dans les gares, où veillaient des sentinelles étrangères, passaient des jeunes gens avec des havres sacs et des souliers ferrés. D'autres, pourtant maigris, avec leurs hautes ossatures et la petite valise où rien ne peut entrer. Au coin des rues, dans des quartiers écartés et déserts, des hommes et des femmes se rencontraient qui ne parlaient pas d'amour à voix basse. Des lumières la nuit éclairaient mal d'étranges taches, les maisons isolées se peuplèrent, mon pays se gonfla de l'eau de ses secrets. Donc effectivement, dans ce genre de poème, on voit bien aussi qu'il y a l'aspect rationnel de la question de l'organisation, mais qu'il y a un moment, on est des hommes de chair aussi, et donc il faut penser aussi la question esthétique, donc la question de la sensibilité de chacun, et donc de réussir à faire le lien entre l'esthétique et le politique. Alors je vous remercie, et je vous rappelle simplement qu'effectivement, je vous ai dit au début que j'étais pas un conférencier, que moi je suis là pour être à l'école de la classe ouvrière organisée, et donc peut-être que ça peut être intéressant qu'on ait un échange dans toute la salle et pas forcément des questions spécifiquement pour moi.